La petite fille fut jetée hors de la maison par sa belle-mère au milieu d'une nuit pluvieuse et monta accidentellement dans la voiture d'un millionnaire. Ce qui se passa ensuite changea sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je tiens ta main pour la dernière fois, pourquoi est-elle si froide, maman? Lena Rosewood, âgée de 8 ans, était une petite fille calme et silencieuse. Ses yeux d'un brun foncé portaient toujours un regard serein et lointain, bien au-delà de son âge. Elle ne parlait pas beaucoup, ne causait jamais de problème. Son institutrice avait dit un jour, c'est comme si elle vivait quelque part de bien plus lointain que cette salle de classe. Mais en vérité, Lena ne vivait que dans le monde de sa mère. Evelyn, sa mère, était employée à temps partiel à la mairie, une femme douce, réservée, et dont les poignets exhalaient toujours un parfum subtil de camomille. Elle élevait sa fille avec un soin méticuleux. Chaque paire de chaussettes était soigneusement reprisée, chaque miche de pain coupée en carré parfait. Mais dernièrement, les bords de ses tranches étaient souvent brûlés, et ses mains tremblaient lorsqu'elle boutonnait la chemise de Lena. L'hôpital ne trouva aucun diagnostic précis, se contentant de parler d'épuisement nerveux et de fatigue chronique. Evelyn continua d'essayer, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Le jour où Evelyn s'éteignit, la pluie était glaciale. Les funérailles furent simples, organisées dans une petite église. Lena se tenait parmi les bancs de bois froid, portant le pull inachevé que sa mère tricotait. Les adultes autour d'elle tenaient des parapluies, mais personne n'en tenait un pour elle. Parce que personne n'y pensa, ou peut-être que plus personne ne s'en souciait assez. L'écharpe en laine que sa mère lui avait tricotée l'hiver précédent était toujours enroulée autour de son cou. Elle la retira, voulant la poser sur le couvercle du cercueil, mais elle retint sa main. Elle ne pouvait s'en défaire. Une main toucha son épaule, légère et froide. C'était son père, Arthur. Mais il ne la regarda pas. Son regard passa par-dessus le cercueil, fixé sur le lointain, comme si Evelyn n'avait jamais existé dans sa mémoire. Lena se tourna, essayant de le serrer dans ses bras, mais il retira sa main. Un petit pas, une distance juste suffisante pour qu'elle comprenne. Pour lui, elle était devenue quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Le cercueil fut descendu dans la terre. La pluie se mit à tomber plus fort. Des mains inconnues lui tapotèrent les épaules, quelques doigts effleurèrent ses cheveux. Des condoléances vides, répétées comme une rengaine lassante. « Ça va aller, ma chérie. Ta maman est en paix maintenant. Tout ira bien. » Personne ne croyait vraiment aux mots qu'il prononçait. Lena restait immobile, ses chaussures trempées collées à la terre, ses vêtements de deuil plaqués contre son petit corps. Elle n'essuya pas ses larmes, peut-être parce qu'elle s'était mêlée à la pluie, et que désormais, personne ne pouvait plus distinguer la douleur de la météo. Margaret Holloway, la femme qui venait d'épouser Arthur, le père de Lena, avait été pendant des années une présence obscure dans sa vie. Elle était arrivée en ville en prétendant aider à prendre soin d'Evelyn pendant sa maladie, mais tout le monde pouvait voir son regard critique, le ton autoritaire qu'elle employait dès que Lena était à proximité. Un visage sans expression, des yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombre. Sous ses verres, pas une seule larme ne fut versée. 3 jours plus tard, de brefs éclats de rire résonnèrent dans la maison. Arthur et Margaret se tenaient côte à côte dans le salon. Un pasteur célébrait une petite cérémonie de mariage discrète, juste assez pour légitimer une relation qui n'avait jamais été nouvelle. Pas de fleurs, pas d'alliance, mais pas non plus de larmes persistantes du passé. Lena se tenait dans l'escalier, la main agrippée à la rampe, observant la scène comme une étrangère. Après la cérémonie, Margaret se rendit directement dans l'ancienne chambre d'Evelyn. Elle ouvrit l'armoire et en sortit un panier à tricoter, encore emmêlé de fils inachevés. À l'intérieur se trouvait une écharpe bleu marine, pas encore terminée. Chaque maille avait été tricotée au cours de nuits blanches, quand Evelyn toussait mais continuait de tricoter pour sa fille. L'écharpe portait encore le faible parfum d'huile de menthe poivrée. Margaret la prit et la tordit doucement. « Il n'y a aucune raison de garder ces choses, » dit-elle, assez fort pour qu'Arthur l'entende, bien que ses yeux ne quittassent jamais la laine. Lena descendit de l'escalier, sur le point d'entrer, mais s'arrêta sur le seuil. Margaret jeta l'écharpe dans la cheminée. Un léger crépitement se fit entendre lorsque la flamme rencontra la fibre. Lena eut un hoquet mais ne cria pas. Elle resta immobile, les poings serrés. La lumière vacillante du feu dansait dans ses yeux rougis. Arthur ne dit rien. Le feu n'était pas grand, mais il était suffisant. Suffisant pour consumer un fragment de mémoire, silencieusement, complètement et indifféremment. Le lendemain matin, Margaret l'appela dans le salon. « Où est ta valise ?» demanda-t-elle. «
La valise de ma mère, murmura Léna. À partir de maintenant, c'est la tienne. Et tu en auras besoin aujourd'hui. Elle ne criait pas, n'était pas en colère. Elle parlait d'un ton plat et égal, comme si elle discutait de la manière de se débarrasser d'un objet indésirable dans la maison. Arthur était assis à côté d'elle, tenant une tasse de café dont il ne buvait pas. Quand Léna se tourna vers lui, il baissa la tête. Par avant qu'il ne pleuve. Léna ne comprenait pas comment les adultes pouvaient abandonner si facilement, comme si une signature pouvait effacer tous les souvenirs, comme si la femme qui venait d'être enterrée n'était qu'un chapitre que l'on tournait. Mais elle comprenait une chose, sa mère n'était plus là, et personne n'allait l'empêcher de partir. Elle traîna la valise à travers le couloir. La maison, autrefois petite, semblait soudain vaste et effroyablement vide. Elle s'arrêta sur le seuil, le même où sa mère l'attendait chaque après-midi après l'école. La poignée de la porte était froide. Dehors, le vent avait commencé à se lever. Elle franchit le seuil, sans jamais regarder en arrière. La porte claqua derrière elle, non pas à cause du vent, mais poussée par l'homme même qu'elle appelait autrefois papa. La route du village menant à l'autoroute était couverte d'une brume froide et de flaques d'eau qui reflétaient la faible lumière jaune des lampadaires épars. Léna traînait une vieille valise dont les roues cliquetaient sur le sol humide. Chaque pas était alourdi par la boue molle. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle ne pouvait pas retourner en arrière. La porte derrière elle s'était refermée, close par l'homme qui fut autrefois son père. La première maison où Léna frappa fut celle de Madame Doris, la voisine la plus proche. C'était la femme qui apportait une tarte aux pommes à la mère de Léna chaque Thanksgiving. Mais lorsque les coups résonnèrent dans la nuit pluvieuse, Madame Doris ne fit qu'écarter légèrement le rideau, regarda un instant, puis éteignit les lumières. Pas un mot, pas un geste. La deuxième maison avait un carillon fait de coquillages suspendu à l'avant-toit, et sa porte était peinte en bleu. Léna se souvenait que la femme de cette maison lui avait un jour donné une barrette à cheveux en forme de fleurs pour l'anniversaire de sa mère. Elle frappa 3 fois, puis 4. Seul le son d'un chien aboyant vint de l'intérieur. Personne ne sortit. La porte resta fermée. La troisième maison avait une plaque de numéros en bois faite à la main. Léna se rappela qu'elle avait un jour dessiné un dessin et l'avait donné à leur fille. Elle frappa une dernière fois. Cette fois, une lumière s'alluma à la fenêtre. La voix d'un homme retentit, sèche et froide. « Qui est là au milieu de la nuit ?» Léna parvint à dire, « C'est Léna. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir pour une nuit. » Il y eut un silence. Puis la fenêtre se referma, la lumière s'éteignit. Elle resta là quelques secondes, puis se détourna, tirant sa valise sous la pluie. Ses yeux ne sciaient pas, ses lèvres étaient serrées. À l'ombre d'un chêne, un chien errant gisait recroquevillé, une patte repliée et couverte de boue. Il gémit à l'approche de Léna, ses yeux à peine ouverts, humides et méfiants. Elle s'assit, fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un morceau de pain rassis, ce qui restait du petit déjeuner du matin des funérailles. Elle cassa le pain en deux et tendit un morceau au chien. « Je n'ai pas grand-chose non plus, mais on peut partager, d'accord ?» La créature renifla, puis commença à manger lentement. Pas de grognement, pas d'aboiement. 2 petits êtres blottis sous un vieil arbre, partageant la dernière bouchée de la journée. C'est alors que des phares balayèrent la pluie comme une lame de lumière. Une voiture s'approcha, silencieusement, lentement. Elle s'arrêta à quelques mètres, puis les phares s'atténuèrent. Elliot Warren était au volant, un homme autrefois salué comme un symbole de réussite dans le monde financier de la côte, un millionnaire autodidacte qui avait bâti son empire de ses propres mains et avec des yeux qui ne manquaient rien sur un bilan comptable. Mais c'était il y a 10 ans. Après l'accident de voiture qui avait emporté sa femme et sa fille de 6 ans, Elliot avait quasiment disparu de la scène publique. Il avait vendu toutes ses actions, s'était retiré de tous les conseils d'administration et avait quitté la ville. Les rumeurs disaient qu'il vivait en reclus dans une maison à la périphérie d'une petite ville, n'étant vu qu'occasionnellement en visite dans un cimetière à flanc de colline où 2 stèles de pierre blanche se dressaient côte à côte, gravées des noms de ses êtres chers. Et les rumeurs étaient vraies. Ce soir-là, il revenait d'une de ses visites, pour leur anniversaire de mariage. Pas de fleurs, pas de cérémonie, juste un bouquet de chrysanthèmes blancs et un silence si profond qu'il en résonnait. Quand les phares balayèrent la petite silhouette sous la pluie, il ne s'arrêta pas tout de suite. Il aurait pu accélérer et passer, comme tout le monde. Mais ce furent les yeux, leur absence de supplication, de peur, qui lui firent serrer plus fort le volant. C'était le regard qu'il avait vu dans le miroir après les funérailles. Des yeux qui disaient ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer, un effondrement intérieur complet. Il baissa la vitre. «
Qu'est-ce que tu fais dehors si tard? Léna ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, épousseta la bout de sa manche, son regard non pas fixé sur lui, mais stable. On m'a mise à la porte de chez moi. Sa voix était rauque, non pas d'avoir pleuré, mais d'être restée silencieuse trop longtemps. Comment tu t'appelles? Léna. Mais plus personne n'a besoin de connaître mon nom. Elliot serra plus fort le volant. Cette phrase n'était ni une accusation, ni une plainte, ni un appel à la pitié. C'était juste une conclusion. Et c'est ce qui la rendait terrifiante. Il ouvrit la portière de la voiture, sans se presser. Monte. Il pleut encore. Léna ne bougea pas tout de suite. Elle l'étudia attentivement, comme une vieille personne jaugeant un étranger. Puis elle hocha légèrement la tête et monta sur le siège passager, serrant toujours sa valise. Elliot ferma la porte. La lumière intérieure s'adoucit. Personne ne parla. Seule la pluie continuait de taper contre les vitres. Alors que la voiture se mettait en route, il dit « Te laisser ici serait un crime ». À l'intérieur de la voiture, il y avait une odeur de cuir et un léger parfum de menthe. Léna était assise bien droite, ses pieds ne touchant pas le sol, ses yeux toujours fixés sur l'extérieur. « As-tu mangé quelque chose ?» demanda-t-il, les yeux toujours sur la route. « Non. Je n'ai pas osé demander. » Il hocha légèrement la tête. La voiture s'arrêta devant une petite supérette encore éclairée. « Reste assise. » Quelques minutes plus tard, il revint avec un sac en papier, des pâtisseries, du thé chaud, des serviettes, des 4 quarts pas trop sucrés. Ma fille aimait cela. Léna les accepta sans un mot. Elle prit de petites bouchées, lentement. Quand elle eut fini, son regard était plus calme, bien que moins vif que sous la pluie. La voiture s'engagea sur une route étroite bordée de hauts peupliers des deux côtés. Au bout se dressait une maison aux tuiles noires, d'où filtrait une lumière jaune et chaude à travers les rideaux. « Tu peux rester ici cette nuit. Juste cette nuit, si c'est ce que tu veux. Personne ne te forcera. » Léna sortit. Avant de monter sur le porche, elle se retourna. « Comment vous appelez-vous » ? Elliot Warren. « Je vous remercie. » Pas besoin. Mais si quelqu'un demande, dis-leur que tu as été recueilli par un homme qui a autrefois tout perdu. Parce qu'il sait que t'avoir laissé là-bas aurait été un crime. Le ciel nocturne restait chargé de nuages gris alors que la voiture d'Elliot s'engageait dans l'allée menant au domaine Warren. Le portail en fer s'ouvrit automatiquement, libérant un profond bourdonnement mécanique, comme le long soupir las d'un acier oublié. La maison émergea de derrière les arbres, toit de tuiles noires, murs de pierre grise, fenêtres en bois brun couvertes de voilage. Chaque détail était méticuleusement entretenu, et pourtant, il s'en dégageait le sentiment d'un lieu où personne ne vivait vraiment. À l'intérieur, l'espace était vaste mais pas froid. Une lumière jaune et chaude provenant de lampes basses projetait des ombres douces sur les murs. Une horloge ancienne faisait entendre son tic-tac régulier. Pas de télévision, pas de musique, seulement le son du silence. Léna franchit le seuil, gardant sa valise près d'elle. Elle ne demanda rien, ne regarda pas autour d'elle. La maison ne lui faisait pas peur, mais ne la faisait pas se sentir plus en sécurité non plus. Une femme apparut en haut de l'escalier, cheveux argentés soigneusement attachés en chignon, un pull à col roulé crème, les yeux légèrement plissés mais pas inquisiteurs. Elle regarda Léna un instant, puis fit un petit signe de tête à Elliot sans dire un mot. « C'est ma mère, Madame Amy, » dit Elliot, sa voix plus douce. Elle s'avança sans se presser, se tenant devant Léna, ne lui demanda ni son nom, ni pourquoi elle était là. Elle s'inclina légèrement et dit d'une voix profonde et douce, « Vous devez avoir froid. Je vais vous préparer une serviette et des vêtements de nuit propres. » Léna hocha la tête, presque instinctivement. Elle la suivit à l'étage, le long d'un couloir bordé de tableaux anciens espacés régulièrement. Sa chambre était au 2e étage, avec une fenêtre donnant sur le jardin arrière. Les draps étaient propres et sentaient légèrement la lavande. Sur le bureau, une lampe de chevet de style vintage diffusait une lueur tamisée. Madame Emily ne dit pas grand-chose. Elle posa une serviette chaude sur le lit, puis sortit tranquillement. Pas de questions, pas d'histoire. Léna se changea. Ses mains frôlèrent chaque coin de la couverture, comme pour vérifier que l'endroit était réel. Elle se glissa sous les draps, allongée sur le côté, les yeux ouverts, les oreilles attentives au vent qui hurlait dehors, se protégeant du silence étrange à l'intérieur de la maison. Elle plaça sa valise juste à côté du lit, légèrement entr'ouverte pour pouvoir toujours l'atteindre d'une main. Sous son oreiller, elle cacha une cuillère. Non pas pour une utilité particulière, mais parce que dans l'ancienne maison, sa mère lui avait dit un jour que si l'on tenait quelque chose de métallique,
cela aidait à se sentir encore en contrôle. Les jours suivants, Madame Emily ne posa toujours aucune question. Elle se contentait de mettre juste assez de riz dans le bol de Léna, laissant toujours un petit morceau de gâteau à côté. Quand Léna mangeait, elle ne la regardait pas, se contentant de tricoter ou d'arroser les plantes d'intérieur. Chaque matin, le gant de toilette de Léna était soigneusement plié et posé sur la chaise près du lit, et chaque soir, la lumière du couloir était déjà allumée. Léna ne disait rien. Elle ne souriait pas non plus. Elle mangeait lentement, enveloppant secrètement une partie du gâteau dans un mouchoir et le cachant sous son oreiller. Non pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle n'était pas sûre qu'il y aurait encore à manger le lendemain. Un matin, en se réveillant, elle constata que le mouchoir sous son oreiller avait été pris. À sa place se trouvait une nouvelle tranche de gâteau, soigneusement emballée dans du papier sulfurisé. Personne ne dit rien, mais cela en disait long. Une fois, alors que Madame Emily l'aidait à démêler ses cheveux mouillés après un bain, Léna demanda soudain « Avez-vous déjà oublié à quoi ressemblent les visages de vos proches ?» Madame Emily s'arrêta brièvement, puis continua de brosser. « Oui. Mais ne t'inquiète pas. Les choses que nous aimons sont toujours là. Elles se cachent juste un moment. » Léna hocha la tête. Cette nuit-là, elle resta assise sur son lit pendant un long moment, puis murmura doucement pour elle-même, maman restait assise pendant des heures après avoir bu son thé. Elle ne disait rien, respirait juste lourdement. Je pensais qu'elle était fatiguée, mais ces derniers mois, ça arrivait à chaque fois après le thé. Cette phrase se glissa par la porte entr'ouverte, et Elliot, qui se tenait dehors, l'entendit. Il resta dans le couloir sombre, le dos contre le mur froid, les yeux fermés. Les mots de Léna résonnaient dans son esprit. Un petit détail, apparemment anodin, mais qui fit tressaillir Elliot. Il ne savait pas qui était Evelyn, n'avait jamais rencontré Léna auparavant, mais ces mots remuèrent quelque chose d'inquiétant, une sorte de fatigue répétitive et anormale, négligée et oubliée. Après que Léna se fut endormie, Elliot retourna dans son bureau. Il ouvrit son carnet, nota ses paroles, puis chercha dans un vieux tiroir un dossier qu'il avait autrefois compilé sur les symptômes et les toxines liées à l'empoisonnement lent, un sujet qu'il avait profondément étudié après les morts soudaines de sa femme et de son enfant. Cette vieille obsession, comme une cicatrice jamais vraiment guérie. Par hasard, il tomba sur une page portant un avertissement, réaction après consommation de thé ou d'aliments contenant du thallium, fatigue, essoufflement, faiblesse prolongée. Elliot s'arrêta. La remarque désinvolte de Léna, comme un filet de fumée, s'accrochait maintenant à lui. Il se leva, avec l'intention de retourner dans sa chambre, quand il remarqua la petite valise de Léna posée dans un coin du couloir. Elle n'était pas verrouillée. Il hésita, puis l'ouvrit légèrement, non par curiosité, mais par une inquiétude pour l'enfant qui était plus profonde qu'il ne l'avait réalisé. À l'intérieur, un carnet à couverture souple. Pressé entre ses pages se trouvaient quelques notes griffonnées, peut-être le journal de Léna. La première page ne contenait qu'une seule ligne. Si je ne suis plus là, maman saura toujours que je lui manque beaucoup. Quelques courtes entrées qui suivaient le firent s'arrêter net. Maman a bu le thé noir de tante Margaret. Elle a dit qu'il avait un goût étrange aujourd'hui. Elle m'a dit de ne rien dire à personne. Une fois, maman a vomi après l'avoir bu. Tante a dit que c'était parce que maman était faible, mais elle n'était pas comme ça avant. La poitrine d'Elliot se serra. Une partie de lui voulait fermer le carnet, mais une autre le poussait à continuer à lire. Cet après-midi-là, il s'assit avec Léna dans la bibliothèque, une petite pièce baignée d'une douce lumière solaire. Elle était assise près de la bibliothèque, tenant une bande dessinée, mais ses yeux se tournaient de temps en temps vers lui. « C'est toi qui as écrit ces notes ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Léna hocha la tête. « Maman me disait d'écrire tout ce qui était étrange, pour ne pas oublier plus tard. »« Qui est tante Margaret ?» demanda-t-il, prononçant pour la première fois à voix haute le nom de cette femme mystérieuse. Léna hésita, puis parla comme si elle racontait une histoire tirée d'un livre. « C'est la nouvelle femme de mon papa. Elle venait souvent. Puis, quand maman est tombée malade, elle a commencé à vivre avec nous. Elle ne m'aime pas. » Elliot pencha légèrement la tête mais ne l'interrompit pas. Elle continua, elle disait toujours que j'étais désordonnée. Elle disait à maman qu'elle était malade parce qu'elle ne prenait pas ses médicaments. Mais je pensais que maman allait bien, jusqu'à ce qu'elle commence à boire le thé de tante. Maman riait beaucoup avant. « Et ton père ?» demanda-t-il. Au début, il ne disait rien. Il me serrait encore dans ses bras. Mais plus tard, il a commencé à détourner son visage. Elliot ne répondit pas, mais à l'intérieur de lui, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler.
Ce n'était pas une coïncidence si Evelyn était tombée malade juste au moment où Margaret était apparue. Et ce n'était certainement pas une coïncidence qu'une fillette de 8 ans se souvienne de chaque détail des réactions de sa mère, chacun apparemment anodin, mais pointant progressivement vers quelque chose de bien plus grave. Une intuition était maintenant devenue une direction claire. Le ciel ce jour-là était d'une clarté cristalline, comme s'il n'avait jamais connu les pluies silencieuses de la nuit précédente. Une légère brise passait à travers les érables, leurs feuilles maintenant d'une teinte dorée profonde. Dans ce cadre apparemment paisible, Elliot était assis sur le porche, une tasse de café refroidissant dans sa main, les yeux fixés sur le jardin où Lena réarrangeait de petits cailloux en rangées nettes. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix aussi douce que le vent. « À mon ancienne école, mademoiselle Rachel nous apprenait à aligner des cailloux pour compter les jours », répondit Lena sans lever les yeux. Elle disait que chaque pierre est quelque chose qu'on ne veut pas oublier. Elliot vint s'asseoir à côté d'elle. « Qui est mademoiselle Rachel ?»« Mon ancienne maîtresse. Elle se faisait souvent gronder par cette méchante dame, mais elle me donnait quand même mon déjeuner en cachette. Un jour, elle m'a dit, « Quand tu es fatigué, assieds-toi sans bouger. Je le remarquerai. » Une pause. Elle a été renvoyée. La méchante dame a dit qu'elle mentait. Elliot resta assis en silence, les yeux se plissant légèrement. « Tu te souviens de son nom complet ?»« Rachel Ford. J'ai entendu papa le dire une fois quand il a signé un papier. » C'était la première fois que Lena mentionnait un nom précis. Elliot le nota soigneusement dans son carnet. Après avoir mis Lena à la sieste, il retourna à son bureau et chercha Rachel Ford dans les registres de l'éducation locale. Quelques appels plus tard, il découvrit qu'elle avait été enseignante à l'école primaire de Chestnullan et avait démissionné 4 mois plus tôt pour violation du code de conduite. Un détail sauta aux yeux d'Elliot. La plainte qui accompagnait son licenciement provenait d'un parent nommé Margaret Holloway, citant que mademoiselle Ford inculquait des pensées négatives à ses élèves. Une lourdeur s'installa dans la poitrine d'Elliot. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé dans cette classe, mais s'il y avait quelqu'un qui avait cru Lena, c'était peut-être cette femme. Le lendemain, il se rendit dans la ville voisine, suivant la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du personnel de l'ancienne école. « Anna, j'ai besoin d'accéder aux dossiers médicaux d'une femme nommée Evelyn Rosewood, à l'hôpital de Woodvale, dans l'année précédant son décès. » Anna hésita. « Que cherches-tu exactement ?»« Je ne suis pas encore certain. Mais quelque chose ne va pas. Et si j'ai raison, alors un enfant a survécu, non par chance, mais par instinct. » Cet après-midi-là, Elliot se rendit à Woodvale. L'école primaire était vieille, une couche de poussière s'accrochant à l'enseigne Woodvale Public School. Il demanda son chemin jusqu'à ce qu'il trouve la nouvelle adresse de Rachel Ford. Elle ouvrit la porte, hésitante. « Je suis désolé, je ne reçois pas de visiteurs. Je suis Elliot Warren. Je m'occupe d'une petite fille nommée Lena. Vous étiez son enseignante. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais son expression changea. « Est-ce qu'elle va bien ? Elle parle très peu, mais elle a parlé de vous. » Rachel l'invita à entrer dans son petit appartement. Elle prépara 2 tasses de thé, puis s'assit en silence pendant un moment. « Evelyn était une bonne mère, dit-elle doucement. Mais vers la fin, elle a décliné si vite. Chaque fois qu'elle venait chercher Lena, elle était à bout de souffle. J'ai demandé, et elle a dit que c'était juste à cause du surmenage. » Elliot hocha la tête, écoutant attentivement. Margaret, la femme qu'Arthur a épousée juste après, elle se mêlait toujours des affaires de l'école. Une fois, elle est venue voir le directeur et a dit que j'étais trop émotive. Et puis vous avez été renvoyée. Pas officiellement. Mais on m'a dit de prendre un congé. Personne ne m'a défendu. Elle se leva, ouvrit un tiroir de bureau et en sortit un vieux carnet, le posant sur la table. Evelyn a un jour laissé ça dans le sac à dos de Lena. Je l'ai gardé. Certaines pages ont été arrachées. Je pense qu'elle se doutait de quelque chose. Elliot le feuilleta. L'écriture était douce, soignée. La première ligne disait « Jour 15 après le thé de l'après-midi. J'ai eu un mal de tête et de légères nausées. Je ne l'ai pas dit à Arthur. » Une autre page, Margaret a apporté le thé. Plus sucré que d'habitude. Quelque chose ne va pas. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Elliot aperçut une petite silhouette juste derrière la clôture avant. Le garçon hésita un long moment avant de se détourner. C'était Jonas, le gamin du voisinage qui jouait avec Lena. Elliot n'eut qu'un aperçu du petit paquet enveloppé de tissu dans ses mains et du mélange de joie et de timidité dans ses yeux lorsqu'ils se croisèrent. Le lendemain matin,
Après l'école, Jonas revint. Cette fois, il frappa doucement à la porte arrière et demanda à la gouvernante d'appeler Lena. Quand elle sortit, elle se figea brièvement. Je t'ai vu hier en passant, mais je n'ai pas osé entrer, dit Jonas doucement, lui offrant un sandwich au beurre de cacahuètes enveloppé dans un tissu. Comme celui de ton anniversaire. J'ai pensé que peut-être tu te souviendrais. Lena fit un petit signe de tête, ses mains prenant le sandwich et le serrant fort. Jonas jeta un coup d'œil autour de lui, puis attira Lena plus près de la clôture. Je dois te dire quelque chose. Tante Margaret a un jour jeté quelque chose dans le puits derrière la maison. Je ne suis pas sûr de ce que c'était, mais ça avait un cadre, comme une photo. Je pense que c'était une photo de ta maman. Lena resta silencieuse. Une légère brise passa, soulevant des mèches de ses cheveux. Puis elle se tourna vers Jonas, sa voix douce et rauque. C'est peut-être la seule photo qui me reste de ma maman. Je veux la retrouver, mais je ne sais pas comment. Cet après-midi-là, Lena entra timidement dans la petite bibliothèque où Elliot lisait. Elle se tenait sur le seuil, les doigts tordant l'ourlet de sa chemise. « Je peux vous demander une faveur ?» dit-elle, sans le regarder dans les yeux. Elliot posa le livre et hocha la tête. « Pouvez-vous m'aider à trouver quelque chose dans le puits derrière mon ancienne maison ? Jonas a dit que tante Margaret y avait jeté quelque chose. Je pense que c'est peut-être une photo de ma maman. » C'était la première fois que Lena demandait de l'aide. Elliot la regarda un long moment, puis se leva et dit doucement, « Tu n'as plus à faire ça seule, Lena. Laisse-moi m'en occuper. » Le lendemain matin, Elliot engagea une équipe de police scientifique pour enquêter sur le terrain derrière l'ancienne maison de Lena. Du fond du puits, ils récupérèrent une photo endommagée par l'eau et un bocal en verre brisé, son intérieur taché de restes d'un produit chimique corrosif. Personne ne dit un mot, mais Elliot savait que ce n'était plus un sentiment. C'était un signe. L'enquête n'était plus seulement un devoir, c'était une vérité qui devait être découverte. Croyez-vous que parfois, même une photographie floue peut éclairer une vérité enfouie ? Si oui, commentez oui. Sinon, commentez non et partagez votre raison. J'aimerais vraiment entendre votre histoire. Au centre de la photo, une femme est assise à côté d'une table en bois, ses cheveux soigneusement attachés en arrière, une main reposant sur une tasse de thé en porcelaine blanche. La lumière oblique d'une fenêtre derrière, elle crée une lueur douce et floue sur son épaule. Au fond de la boîte, un bocal en verre brisé. Le résidu à l'intérieur formait des traînées sombres qui s'infiltraient dans le revêtement métallique, laissant derrière elle une faible odeur chimique persistante. Ce détail le fit s'arrêter. Lena avait dit que c'était le même service à thé que Margaret utilisait chaque matin. Mais le plus étrange était dans le coin inférieur de la photo, une note manuscrite à peine lisible. Elliot inclina la photo sous la lumière, ne déchiffrant qu'un fragment, « Ne doit pas la laisser. Lena. » Il prit une inspiration. On n'écrit pas sur les photos, à moins d'essayer de cacher quelque chose ou de laisser un message. Le fait que Margaret l'ait jeté dans le puits n'était peut-être pas un moment d'émotion impulsive. C'était peut-être une tentative d'effacer quelque chose, une trace, une preuve qu'elle était présente lorsque Evelyn a commencé à s'affaiblir, bien qu'elle ait insisté plus tard sur le fait qu'elle n'avait aucune implication à cette époque. Ce matin-là, Elliot s'assit avec son petit carnet, passant en revue chaque note. Dans l'une d'elles, issue d'une conversation avec Rachel Ford quelques jours plus tôt, il tomba sur la ligne. Evelyn a un jour emmené Lena à la clinique Elroy. Il semblait que c'était pour vérifier des éruptions rouges derrière son cou. Le nom le fit s'arrêter. Elroy. Il ouvrit son ordinateur portable, chercha et confirma. Le docteur Elroy avait travaillé dans une clinique privée près du centre-ville et avait pris sa retraite il y a 3 ans. Sans hésiter, il se rendit à l'adresse indiquée dans les anciens registres. La petite clinique était nichée derrière 2 rangées de maisons en briques brunes. L'enseigne en bois pendait légèrement de travers. Elroy et Associés, santé communautaire depuis 1974. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, tout était encore en place, comme si le propriétaire venait de sortir. Le docteur Elroy, cheveux argentés, épaules étroites mais regard perçant, l'accueillit avec un mélange de surprise et de méfiance. « Je me souviens bien d'Evelyn, » dit Elroy lentement. Elle venait chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, avait des maux de tête, des difficultés de concentration. Ça ressemblait à une sorte de légère dépression nerveuse, mais il n'y a jamais eu de diagnostic clair. Elliot demanda, « A-t-elle déjà eu un bilan médical complet ?» Elroy hocha la tête. « Je ne l'ai pas regardé depuis des années, mais si vous voulez, je peux obtenir les dossiers de l'hôpital. Et il y a autre chose. » Elroy fronça les sourcils.
J'ai gardé un échantillon des cheveux d'Evelyn d'une biopsie du cuir chevelu, à l'époque où nous suspections une sorte d'empoisonnement topique. Il est peut-être encore en chambre froide. Cet après-midi-là, l'échantillon fut envoyé pour analyse. 2 jours plus tard, les résultats arrivèrent. Des traces de thallium avaient été trouvées dans les cheveux. Dernière nouvelle, la suspicion avait désormais une colonne vertébrale. Elliot alla voir le shérif Collins. Le shérif Collins était le chef de la police de la ville depuis plus de 20 ans, connu pour être dur et peu bavard. Il avait gagné la confiance de nombreux habitants en maintenant la ville en paix. Mais ces dernières années, des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles il était influencé par de puissantes relations, en particulier avec la famille Holloway. « Je sais que cette affaire est sensible, dit Elliot. Mais ce n'est plus une suspicion, c'est une preuve. » Collins croisa les bras, froidement. « J'ai besoin de plus qu'un échantillon de cheveux. Qui accusez-vous? Margaret Holloway? Avez-vous des témoins? Des corroborations? Des eurodatages ?» Elliot éleva la voix. « Êtes-vous en train de dire que la parole d'un enfant ne compte que si quelqu'un d'autre peut la confirmer ?» La conversation devint tendue. Finalement, le shérif Collins céda. « Je vais revoir les anciens dossiers. Mais si vous voulez aller plus loin, il vous faudra plus que de simples intuitions. » Le même jour, Elliot s'arrêta à l'épicerie de May Thompson. Il n'était pas là par hasard. Lors d'une conversation décontractée au petit-déjeuner avec Lena, elle avait dit « Une fois, je me tenais dehors dans le froid, en train de trembler, et Madame May de l'épicerie m'a donné une grande écharpe chaude. » Elliot s'était souvenu de ce petit détail. Il entra dans la vieille boutique en bois où une enseigne peinte à la main disait « Épicerie Thompson depuis 1956 ». Mais Thompson, une femme robuste aux yeux vifs et à la voix ferme, se tenait derrière le comptoir, surprise de le voir. La petite fille se tenait sur le porche, grelottante, trop effrayée pour entrer. Une fois, j'ai dû lui donner une écharpe pour qu'elle s'enroule dedans avant même de pouvoir marcher. Seriez-vous prête à le confirmer? Je n'ai pas peur de Margaret, Monsieur Warren. Ce soir-là, quand Elliot rentra chez lui, il regarda Lena pendant qu'elle dormait. Elle était allongée sur le côté, tenant toujours la photo floue près d'elle. Pour lui, chaque indice était une ligne, et chaque ligne était une carte. Il se rapprochait du cœur de la vérité, une vérité qui avait été enterrée par de nombreux adultes dans une petite ville. Elliot était assis dans son bureau quand le téléphone sonna. C'était Mademoiselle Lily, la vieille couturière qui retouchait les robes d'Evelyn et aidait occasionnellement Lena quand elle vivait encore en ville. Elle vivait seule derrière l'ancienne boutique de tailleur, parlait rarement mais observait toujours tranquillement. Plus tôt, elle avait accidentellement entendu une conversation entre Rachel Ford et l'avocate Cruz à la pharmacie, où Rachel mentionnait ses soupçons concernant la mort d'Evelyn et la vie instable de Lena. Mademoiselle Lily appela Elliot, la voix basse et tremblante. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Vous voudrez peut-être y jeter un œil. » Quand il arriva, Mademoiselle Lily lui tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un des vieux manteaux d'Evelyn, le genre qu'elle portait pour emmener Lena à l'école les jours froids. Dans la doublure, elle avait découvert un petit carnet en cuir usé. À l'intérieur, de l'écriture inclinée d'Evelyn, se trouvait une liste de symptômes, fatigue, essoufflement, vertige après avoir bu du thé. Sur la dernière page, une ligne écrite à la hâte, comme dans l'urgence, « S'il m'arrive quelque chose, ne laissez pas Margaret approcher Lena. » Elliot apporta immédiatement la preuve au shérif Collins. Collins la lut en silence, puis s'assit, songeur. Mais il avait encore besoin d'une preuve concrète de l'accès au poison. Avec l'avocate Cruz, ils remontèrent les chaînes d'approvisionnement chimique de la région. 3 jours plus tard, M. Darrell, propriétaire d'un petit magasin de produits chimiques dans une ville voisine, fut invité au bureau du shérif. Là, il fournit un ancien bon de commande datant de 5 ans. Le nom de l'acheteur était indiqué comme Mary Hollow, mais la personne qui l'avait récupéré, capturée sur une photo, était sans équivoque Arthur Rosewood. Le produit chimique vendu était du thallium, en petite quantité, généralement utilisé uniquement pour la recherche scientifique. Je n'y ai rien vu de mal à l'époque, dit M. Hay. Mais quand l'officier m'a montré la photo, je l'ai reconnu immédiatement. C'est lui qui est venu le chercher. Avec cette preuve, le shérif Collins signa le mandat d'arrêt. Le lendemain matin, Elliot s'assit avec Lena sur les marches du porche. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé, et le vent matinal était vif et froid. « Lena, dit-il lentement, tu n'es pas obligée de témoigner. Personne ne te force. Mais si tu ne parles pas, personne ne saura peut-être jamais comment Evelyn est vraiment morte. »
Lena plia le mouchoir dans ses mains. Je ne veux pas faire de mal à mon père, même s'il ne me regarde plus. Elliot sortit une copie du rapport de toxicologie des cheveux d'Evelyn et le posa sur la table. Ta mère n'est pas morte de maladie. Elle a été empoisonnée. Et la personne qui a récupéré ce poison, c'était ton père. Lena se figea, tout son corps se raidit. Papa savait aussi? Au minimum, il a tenu le poison entre ses mains. Lena serra ses petits poings. Alors, j'irai. Le ciel n'était pas encore complètement éclairci lorsque 3 voitures de police s'arrêtèrent devant la maison gris-cendre à la périphérie de la ville. Le shérif Collins sortit le premier, son long manteau flottant dans le vent. Il fit un signal silencieux à 2 officiers pour qu'ils contournent la maison par la porte arrière, tandis que lui et l'officier Jenkins frappaient à la vieille porte d'entrée en bois. Pas de réponse. Police, ouvrez. Collins fit un signe de tête. Un grand coup d'épaule fit sauter les gonds. La porte s'ouvrit violemment. À l'intérieur, la maison était d'un silence sinistre. Sur la table, une tasse de café fumait encore, une assiette de pain n'avait qu'une seule bouchée de prise. La forte odeur de parfum flottait encore sur l'oreiller. Bon sang, siffla Collins. Ils viennent de partir. De la fenêtre arrière, un jeune officier cria, les traces de pneus sont fraîches, ça ne peut pas faire plus de 10 minutes. Collins monta sur le porche et sortit son téléphone. J'émets un avis de recherche à l'échelle de l'État. 2 individus, Margaret Holloway et Arthur Rosewood, soupçonnés d'empoisonnement mortel et de maltraitance d'enfants. Considérés comme armés et dangereux. En milieu de matinée, des points de contrôle furent mis en place. Une équipe de pistage fut appelée de l'État voisin. La petite ville s'agita comme si elle avait été frappée par une tempête invisible. D'une vieille station-service près des bois, l'équipe d'enquête récupéra une vidéo floue, une berline grise quittant la zone à 5 heures du matin. Le conducteur portait une casquette, mais la structure du visage et la carrure correspondaient à Arthur Rosewood. Ils avaient une piste. À la maison Warren, Elliot était assis dans son bureau, téléphone en main, écoutant le rapport interne du shérif. Il ne dit rien en raccrochant, mais quand il retourna dans le salon où Lena était assise, il marqua une longue pause avant de parler. La police est arrivée à la maison, mais ils se sont échappés. Lena ne se retourna pas. Elle fit juste un petit signe de tête et serra doucement le vieil ours en peluche que Jonas lui avait donné la veille. Ses yeux fixaient la porte, comme si elle attendait quelque chose, ou craignait que quelque chose ne revienne. Elliot s'assit à côté d'elle. Personne ne peut te faire de mal ici. Mais nous devons finir ça, ensemble. Elle se tourna vers lui pour la première fois depuis des jours et parla doucement. Vous n'allez pas partir, n'est-ce pas? Non. Pas tant qu'il y aura une vérité qui n'a pas été dite. 3 jours plus tard, tôt le matin, alors que la lumière du soleil commençait à peine à toucher la cime des arbres, à la lisière de la forêt, le shérif Collins reçut un appel de l'unité d'enquête fédérale. Nous avons localisé le signal du véhicule. Ils sont sur Timberline Trail, à moins de 40 miles de la frontière. Immédiatement, une force d'intervention fut dépêchée. Au cœur de la vieille forêt, ils trouvèrent la voiture abandonnée sur le bord de la route. Dans la forêt, ils découvrirent un campement de fortune, un feu encore faiblement fumant, et 2 personnes, un homme et une femme, cachés près du bord d'une falaise. Margaret ne dit rien lorsqu'elle fut arrêtée. Arthur s'effondra en larmes. Collins ne dit pas un mot. Il présenta simplement le mandat et les menotta un par un. La justice, dit-il tranquillement, arrive peut-être tard, mais elle arrive toujours. Le palais de justice du comté était niché sur la place centrale de la petite ville. C'était un matin froid, le ciel couvert de nuages gris, le vent sifflant à travers les vieilles fissures de briques du bâtiment. Les gens s'étaient rassemblés, remplissant les marches, attendant en silence. Personne ne parlait fort. La nouvelle de l'affaire impliquant Margaret Holloway et Arthur Rosewood s'était répandue dans toute la région comme un feu qui couve. Plus on le cachait, plus vite il se propageait. Elliot Warren entra dans le palais de justice d'un pas mesuré. Il portait un costume gris, une simple cravate bleu foncé, son expression indéchiffrable. Sa main reposait doucement sur l'épaule de Lena. La fillette marchait tout près de lui, dans un pull bleu marine que Madame Emily avait préparé pour elle la veille. À l'intérieur de la salle d'audience, chaque siège était occupé. Madame Emily, Jonas et ses parents, Mademoiselle Rachel Ford, Madame May Thompson, le docteur Elroy, et même Lily, la couturière. Chacun était dispersé à sa place. Mais quand on regardait autour de soi, tous les regards étaient attirés par le même point, Lena.
De l'autre côté de l'allée, Margaret Holloway apparut, soignée et composée, les cheveux relevés, son eyeliner net. Elle ne baissa pas la tête, ne montra aucun signe de détresse. Arthur Rosewood, en revanche, était voûté, les yeux rouges, traînant derrière comme une ombre. Le juge Paul Whitmore entra, un homme proche de la retraite, connu pour sa sévérité. La cour est ouverte. L'avocate Anna Cruz, représentant l'accusation, commença fermement, « Ceci n'est pas simplement une affaire de maltraitance d'enfants. C'est un complot. Un complot pour éliminer une mère afin de s'emparer de ses biens et d'abandonner un enfant. » L'avocat de la défense de Margaret et Arthur, un homme nommé Glenn Rock, répliqua « Mes clients nient toutes les accusations. Il n'y a aucune preuve directe montrant que Margaret ou Arthur ont commis l'empoisonnement. Ce que l'accusation présente est entièrement circonstanciel et émotionnel. » La première preuve présentée fut un échantillon des cheveux d'Evelyn. Bien qu'âgé, le docteur Elroy resta ferme en lisant le rapport de laboratoire. Des traces de thallium, un poison à base de métal lourd, ont été trouvées accumulées dans les follicules pileux d'Evelyn. Le dosage a augmenté progressivement au cours des 6 mois précédant sa mort. Roark argumenta en retour, le thallium peut provenir de l'environnement, des pesticides. Vous ne pouvez pas conclure qu'il s'agissait d'un empoisonnement intentionnel. Vint ensuite la facture de monsieur, le propriétaire du magasin de produits chimiques. La commande était au nom de Mary Hollow, un alias connu de Margaret. La personne qui l'a récupérée était Arthur Rosewood. Je l'ai identifié à partir d'une confirmation photo. Roark dit, monsieur Arthur a reçu le colis, mais il ne savait pas ce que c'était. Il suivait les instructions de sa femme, sans poser de questions. Madame May Thompson fut appelée à la barre. Sa voix tremblait alors qu'elle racontait, « Il y a eu une fois où j'ai vu la petite Lena se tenir dehors sous la pluie, sans manteau. Je lui ai donné une écharpe. Elle tremblait comme une feuille. Avez-vous signalé cela aux autorités ? Je pensais que quelqu'un d'autre le ferait. Je suis désolé. » Jonas s'avança, serrant sa casquette. Madame Margaret m'a dit un jour que si je continuais à jouer avec Lena, elle ferait renvoyer mon père. En as-tu parlé à quelqu'un ? J'avais peur. Mais Lena, elle disait toujours que ce n'était pas grave. Puis vint le moment où l'avocate Anna présenta le journal d'Evelyn, trouvé caché dans la doublure de son manteau. Un long silence suivit pendant que le juge lisait à voix haute, « Chaque soir après le thé, j'ai mal à la tête. Je soupçonne Margaret, mais Arthur ne me croit pas. J'ai peur pour Lena. » Mademoiselle Rachel Ford se souvint, « J'ai un jour signalé des signes de maltraitance au directeur. On m'a forcé à prendre un congé. Ils ont dit que je faisais des histoires. Après ça, je n'ai plus jamais vu Lena à l'école. » Le shérif Collins prit la parole, « J'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir agi plus tôt. J'ai été influencé par Margaret, par son statut social et les rumeurs. Mais la vérité, c'est que j'ai eu tort. » Quand ce fut le tour de Lena, tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle s'avança vers la barre des témoins, petite dans cette vaste pièce. Elle ne regarda personne. Elle dit simplement, « Ma maman disait qu'il viendrait un temps où il faudrait parler pour soi-même. Je n'aurais jamais pensé que je devrais le faire au tribunal. » Elle fit une pause, déglutissant difficilement. « Avant, je souhaitais que mon papa me regarde comme il le faisait avant. Juste une fois. Mais depuis que maman est morte, papa n'est plus papa. Tante Margaret ne m'aimait pas. Elle disait que j'étais un fardeau. Papa n'a rien dit. Quand maman est tombée malade, tante faisait du thé tous les soirs. Après l'avoir bu, maman se sentait faible, à bout de souffle. Tante disait qu'elle était juste fragile. Mais elle ne l'était jamais avant ça. Sa voix baissa. Maman m'a dit que s'il arrivait quelque chose, je devais garder la photo. Mais tante l'a jetée dans le puits. » Arthur leva la tête pour la première fois. Il n'évita pas son regard, un regard rempli de suspicion, de douleur et d'un espoir étouffé. La salle était silencieuse alors qu'il s'étranglait, « Je suis désolé. » Il éclata en sanglots. De vraies larmes, non de peur, mais de culpabilité. Il enfouit son visage dans ses mains, les épaules secouées de violents tremblements. « Je n'ai pas eu le courage. Je t'ai abandonné, j'ai abandonné Evelyn. J'ai été faible et lâche. Je l'ai laissé tout détruire de bon. » Margaret était assise en face de lui, le visage impassible. Même pendant que son mari pleurait, elle ne montra aucune réaction. Ses yeux restaient fixés devant elle, sans ciller. Le juge resta silencieux un long moment. Puis il convoqua les 2 avocats à la barre. Après 15 minutes, il retourna à son siège. «
Sur la base des preuves matérielles, des témoignages et des résultats de l'enquête scientifique, le tribunal déclare Margaret Holloway coupable et la condamne à 12 ans de prison pour empoisonnement délibéré ayant entraîné la mort et pour maltraitance systématique d'enfants. Arthur Rosewood est déchu de ses droits parentaux et est contraint de suivre un traitement psychologique sous surveillance. La séance est levée. La police menotta Margaret et Arthur. Elle essaya de garder une expression calme, mais ses lèvres tremblèrent légèrement. Arthur garda la tête baissée, ne disant rien. Alors que Lena descendait de la barre, elle se retourna. Elle regarda son père, l'homme qui avait été son refuge. Il évita son regard, et cette fois, ce fut elle qui se détourna, de manière décisive. Elliot la rejoignit à la porte, sa main sur son épaule, sans un mot. La foule s'écarta silencieusement en deux rangées. Ceux qui avaient connu Evelyn, qui avaient vu Lena maigre et grelottante sous la pluie, se tenaient là, sans applaudir, sans acclamer. Car ce silence, c'était la justice. À la fin de la journée, Elliot se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant dehors. Le verdict avait été rendu, des vies s'étaient effondrées, et un enfant s'était relevé au milieu de ce qui aurait dû être trop lourd à porter. Ils savaient que le voyage n'était pas terminé, mais au moins, ils avaient passé un tournant décisif. Un matin d'automne calme passa paisiblement sur la colline de la résidence Warren. Une faible lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'érable, projetant des ombres douces sur la cour pavée. Des feuilles dorées flottaient doucement, comme des murmures du temps, tendres et sans hâte. À l'intérieur de la grande maison, tout était retourné au silence. Plus de téléphone qui sonne, plus de pas pressés et anxieux. Lena était assise à la table en bois près de la fenêtre, ses petites jambes se balançant légèrement. Sur la table se trouvait une feuille de papier vierge, une vieille boîte de crayons de couleur et un rail de lumière tombant de la vitre. Elle dessinait lentement, sans se presser, sa main tremblant légèrement chaque fois qu'elle coloriait un détail familier. L'image émergea peu à peu, une femme douce aux cheveux bruns mi-longs, debout à côté d'une petite fille, et à leur côté, un homme grand portant un chapeau à large bord, les bras tendus pour les étreindre. C'était Elliot Warren. Les formalités d'adoption furent finalisées plus tôt que prévu. L'avocate Anna Cruz, avec l'aide de nombreuses personnes, avait soumis toutes les preuves et complété les procédures en 3 semaines après l'audience. Madame Emily fut la première à signer au nom d'Elliot. Son écriture était douce et légèrement tremblante, mais résolue. « Elle mérite une vraie maison », dit-elle doucement, posant sa main sur le dossier. Elliot se tenait à côté d'elle, ne disant rien, mais la façon dont il regardait le papier était le regard d'un homme qui avait déjà tant perdu et qui refusait maintenant de perdre quoi que ce soit de plus. Cet après-midi-là, après un simple dîner de tourte et de soupe au poulet, Lena s'approcha de lui, tenant le dessin qu'elle venait de finir. « Je veux vous donner ça, » dit-elle, la voix très douce. Elliot regarda la feuille de papier. Il resta silencieux un long moment, puis demanda tranquillement, « L'homme au chapeau, qui est-ce » ? « C'est celui que j'espère pouvoir appeler mon papa. » Elle ne le dit pas fort. C'était doux, presque un murmure, mais à l'intérieur de la poitrine d'Elliot, cela résonna comme un battement de tambour. Il ne s'était jamais attendu à ce que Lena l'appelle ainsi. Il n'y avait jamais été prêt. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, incapable de cacher la confusion dans ses yeux. Lena hocha la tête. « Je ne vous demande rien. C'est juste, si je vous appelle papa, est-ce que ça vous rendrait triste ?» Elliot fit un pas en arrière, s'appuyant contre la bibliothèque derrière lui. Une vague d'émotion monta, non pas violente, mais profonde. Pendant 10 ans, il avait vécu comme le survivant d'un naufrage, son corps intact mais son intérieur vide. Et maintenant, une petite âme, autrefois abandonnée, voulait l'appeler papa. Il ne répondit pas avec des mots. Il ouvrit simplement les bras. Lena s'avança et, à cet instant, dans la pièce réchauffée par le feu, Elliot serra la petite fille dans ses bras. Il pleura, non pas comme un homme endurci par la vie, mais comme un père qui venait de trouver l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Madame Emily observa la scène par la porte entr'ouverte. Elle s'éloigna tranquillement, les yeux embués. Après 10 ans, son fils avait enfin appris ce que signifiait pardonner. Non pas aux autres, mais à lui-même. Cette nuit-là, Elliot s'assit seul dans son bureau. Sur le bureau devant lui se trouvait le plan de la fondation de la Maison de Lumière de Lena, un centre de soins et de protection pour les enfants maltraités. En haut de la page, il ajouta une ligne, un lieu où les enfants sont crus, sont aimés et sont appelés par leur vrai nom. Le lendemain matin, Lena se promenait dans le jardin. La brise était fraîche, portant le parfum de la lavande des buissons que Madame Emily avait plantés. Jonas accourut, tenant 2 bagels.
Tu en veux la moitié? D'accord. Léna sourit. Tu te sens mieux maintenant? Pas tout à fait. Mais je pense que tout commence. Elliot se tenait à distance, observant les deux enfants assis sous l'arbre. Il ne s'approcha pas. Il resta simplement là, tranquillement. Le soleil s'était levé un peu plus haut que d'habitude et le mot papa, nouvellement prononcé, n'était plus un vide. L'ancienne maison se trouvait sur le flanc sud de la colline de la ville, autrefois un bâtiment administratif abandonné et laissé à l'abandon pendant des décennies. Les murs en plâtre s'écaillaient, les charnières des fenêtres étaient cassées, et le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Mais aux yeux d'Elliot, ce n'était pas seulement un bâtiment délabré. C'était le point de départ de quelque chose de nouveau. Elliot se tenait dans la pièce principale, les mains sur les hanches, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fissures du toit, projetant des traînées sur le carrelage fissuré. À côté de lui, Léna serrait fermement le dessin en perspective, ses yeux s'illuminant, non pas à cause de la grandeur, mais à cause de ce que cet endroit signifiait. « Je pense que ce mur devrait être peint en vert menthe, » dit Léna. « C'est une couleur apaisante pour les enfants qui ont peur du noir. » Elliot hocha la tête. « Tu choisis. Ce sera leur maison. » La construction commença. Madame Emily prit en charge la logistique, et Jonas faisait un peu de tout, se proclamant fièrement superviseur adjoint de la construction. Mais c'est Léna qui façonna l'âme de la maison. Elle choisit des livres d'histoire, suggéra que chaque chambre ait quelque chose d'unique. L'une avait des aquarelles, une autre des feuilles de papier colorées par les enfants eux-mêmes. Le jour de l'ouverture, l'enseigne à l'avant disait « La maison de lumière de Léna ». Le lettrage était dessiné par Jonas, la coloration faite par Léna. C'était une journée ensoleillée, bien qu'encore vive avec une pointe de froid. Dans les semaines qui suivirent, 3 autres enfants arrivèrent. Nora, une élève de première année laissée par des parents à la porte de l'hôpital. Sam, un garçon de 5 ans qui ne parlait à personne. Et puis Cathy, une fillette de 6 ans aux cheveux emmêlés et au regard perdu, amenée par la police un après-midi pluvieux. Léna fut la première à l'accueillir. Elle ne posa pas trop de questions, prit simplement la main de Cathy et la conduisit dans la pièce chauffée. « As-tu froid? J'ai une petite lampe de poche. Je la laisserai allumer la nuit. J'avais peur du noir, moi aussi. » Cathy ne dit rien, mais la peur dans ses yeux s'adoucit. Elliot, debout à la porte, vit tout. Il regarda Léna, la fille qui fut autrefois elle-même une victime, tendre maintenant la main à ceux qui étaient encore plus fragiles qu'elle ne l'avait été. Il se tourna vers Madame Emily et lui fit un doux sourire. La boucle était bouclée. La première nuit où Cathy resta, il plut de nouveau. Dans la chambre partagée, Léna posa une petite couverture à côté du lit de Cathy et s'allongea à côté d'elle. La lampe de poche diffusait une douce lumière jaune, comme une berceuse. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, » murmura Léna, « mais je sais que quelqu'un sera là pour t'écouter quand tu seras prête. » Cathy toucha la lampe de poche. Ses yeux clignèrent, puis se fermèrent. Et dans l'obscurité, son premier sourire vacilla. Une semaine plus tard, Elliot fut invité à parler à la conférence sur les droits de l'enfant de la ville. Il se tenait sur la petite scène, les projecteurs attrapant le gris de ses cheveux, et commença, non pas par un discours, mais par une histoire. Il y avait une fois une petite fille qui m'a dit « Avant, avant ». Cette phrase, c'est ce qui m'a rendu impossible de rester immobile. La salle devint silencieuse. Et lorsqu'il conclut avec la promesse, nous écouterons les enfants qui ont été oubliés, plus d'une personne avait les larmes aux yeux. Un dimanche après-midi, Léna était assise près de la fenêtre du 2e étage du centre. Dehors, une pluie fine tombait, mais à l'intérieur, les rires des enfants résonnaient dans la maison. Elle regarda dans le jardin, où Jonas aidait Sam à planter un jeune arbre. Madame Emily tricotait. Elliot lisait des contes de fées à 2 petites filles. Léna sourit. La pluie ne semblait plus froide. Et la maison, autrefois un simple abri, était devenue une lumière. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Peut-être que dans ce monde, nous avons tous été un enfant qui a peur du noir. La seule différence, c'est que certains d'entre nous ont été serrés fort et ont entendu un murmure « C'est bon, quelqu'un est là avec toi ». L'histoire de Léna n'est pas seulement un voyage vers la justice. C'est un rappel que parfois, ce qui change une vie commence avec une seule personne assez courageuse pour ouvrir son cœur. Avez-vous déjà gardé le silence alors que vous vouliez parler? Vous êtes-vous senti si fatigué que vous ne pouviez pas tendre la main, même si votre cœur était plein d'amour? Si c'est le cas, ne vous blâmez pas. Car même dans le plus petit des moments, vous pouvez encore être une lumière pour quelqu'un qui est perdu.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous demander honnêtement, allez-vous bien aujourd'hui? Avez-vous mangé quelque chose de délicieux, et votre cœur se sent-il au chaud? N'oubliez pas de prendre soin de vos mains et de votre cœur, eux aussi méritent de l'amour.